Bonjour à tous. Alors, on va démarrer donc le cours aujourd'hui. Alors, je vais me mettre sur questions de cours pour pouvoir vous lire en même temps, comme d'habitude. Voilà. Comme vous venez de le voir peut-être, un texte vient d'être envoyé. C'est un texte de Durkheim qu'on va utiliser en fait ce matin. Hier, on a terminé les cours sur le bonheur et on démarre aujourd'hui le cours sur la morale. D'accord? Enfin, la morale et le devoir, plus précisément. Alors, je vais préciser une chose pour cette séance. Ça concerne aussi les sessions à l'avenir, enfin les cours que je vais mettre à la suite de cela. On fera 3 heures par semaine. Voilà, j'ai eu quelques messages inquiets. Pourquoi mettez-vous 6 heures par semaine? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bon, bah, c'est juste l'engouement de la découverte. Mais à partir de maintenant, voilà, 3 heures par semaine, peut-être des ateliers méthodes en plus. En tout cas, voilà, vous aurez vos 3 heures de cours. Alors, donc le cours sur la morale, je vous indique comment on va le travailler aujourd'hui. Donc voilà, Nina, merci de m'écrire. N'hésitez pas à écrire pour que je puisse intégrer vos remarques. On va le travailler en 4 parties. La première partie correspondra à une question, à la question de savoir dans quelle mesure l'individu participe à la morale de son temps. Est-ce que la morale, si vous voulez, est une chose qu'on subit et est-ce qu'on peut être acteur? Dans quelle mesure on peut être acteur des grands changements moraux, puisqu'effectivement, la morale a une évolution, elle change. Hein. Donc ça va être notre grand 1. J'ai choisi de le faire à partir de quelque chose qui vous aide pour le bac, c'est-à-dire du texte, un texte en fait qui est tombé au bac en effet, et on va faire l'analyse de ce texte, ça nous permettra de répondre à cette question. D'accord? Donc je vous donnerai des éléments qui correspondent exactement à ce qu'on vous demande dans le cadre de l'explication de texte. Ça correspond au grand 1. Le grand 2 reprendra 5 distinctions essentielles. Si vous voulez, ce sera donc la partie la plus, j'allais dire la plus importante du cours, mais en tout cas peut-être la plus conséquente. D'accord? Donc 5 distinctions essentielles pour lesquelles je vous mettrai un polycopier, je vous l'enverrai après, vous aurez le support écrit. Et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui font des résumés. Effectivement, le fait aussi qu'on ait l'enregistrement du cours, tout ça, ça permet que vous ayez différents supports. Donc vous les prenez tous ou bien ceux que vous préférez. Concernant l'explication de texte, là, vous avez simplement le texte et je ne vous enverrai pas de document écrit en plus, a priori, sauf si changement. Voilà, donc le grand 2, vous avez compris, 5 distinctions essentielles. Le grand 3 correspondra à l'analyse d'une œuvre. Alors, elle est assez courte, heureusement. Le philosophe de la morale, c'est Kant. On ne peut pas, dans un cours sur la morale et le devoir, on ne peut pas faire l'économie de cet auteur. Donc, on s'intéressera au fondement de la métaphysique des mœurs. Je vous ferai en fait une fiche de lecture, un compte-rendu de lecture. Ça correspondra au grand 3. Et le grand 4, ce sera vos questions. Le grand 4, c'est une interaction. Donc, c'est pour ça que je vous demande d'emblée d'écrire toutes vos remarques. Voilà, on est à peu près une trentaine apparemment là. Certains écoutent ensuite. Enfin, donc n'hésitez pas, toutes vos remarques, elles sont lues et elles sont intégrées. Voilà. Alors, par exemple, hier, on a eu Alex qui nous demandait si cultiver son jardin pouvait s'entendre de façon collective. C'était une très bonne question. Donc, pas d'hésitation. Donnez-moi vos questions. On commence avec ce grand 1, texte de Durkheim, Émile Durkheim, l'éducation morale. Alors, je vais d'abord effectivement vous lire ce texte. La morale de notre temps est fixée dans ses lignes essentielles au moment où nous naissons. Les changements qu'elle subit au cours d'une existence individuelle, ceux par conséquent auxquels chacun de nous peut participer, sont infiniment restreints. Donc vous voyez la thèse qui apparaît tout de suite. L'individu a un rôle extrêmement faible lorsqu'il est question des évolutions morales. Car les grandes transformations morales supposent toujours beaucoup de temps. De plus, nous ne sommes qu'une des innombrables unités qui y collaborent. Notre apport personnel n'est donc jamais qu'un facteur infime de la résultante complexe dans laquelle il disparaît anonyme. Il représentant cet apport personnel. Ainsi, on ne peut pas ne pas reconnaître que si la règle morale est œuvre collective, nous la recevons beaucoup plus que nous ne la faisons. Notre attitude est beaucoup plus passive qu'active. Nous sommes agis plus que nous n'agissons. Au passage, vous voyez bien qu'à chaque fois, il est question d'autres termes pour dire la même chose. Je vous invite à utiliser cette méthode. Or, cette passivité est en contradiction avec une tendance actuelle et qui devient tous les jours plus forte de la conscience morale.
En effet, un des axiomes fondamentaux de notre morale, on pourrait même dire l'axiome fondamental, c'est que la personne humaine est la chose sainte par excellence. C'est qu'elle a droit au respect, que le croyant de toutes les religions réserve à son Dieu. Et c'est ce que nous exprimons nous-mêmes quand nous faisons de l'idée d'humanité la fin et la raison d'être de la patrie. En vertu de ce principe, toute espèce d'empiètement sur notre fort intérieur nous apparaît comme immorale, puisque c'est une violence faite à notre autonomie personnelle. Tout le monde aujourd'hui reconnaît au moins en théorie que jamais, en aucun cas, une manière déterminée de penser ne doit nous être imposée obligatoirement, fût-ce au nom d'une autorité morale. L'immense avantage de ce texte, on ne fait pas d'introduction, Aurélie, l'introduction se fait à partir de ce texte qui est très facile et qui joue le rôle d'introduction. Donc ne vous inquiétez pas, il y a un grand temps introductif en fait, ça m'arrive de faire comme ça, pas d'inquiétude. Donc je vous explique le texte, voilà, là il pose le problème qu'on a choisi en introduction, c'est le problème du rôle joué par l'individu. Et là, comme on l'a dit, l'individu semble jouer un rôle très minime grâce à Durkheim, enfin, d'après ce qu'il explique. Et le grand avantage de ce texte, en fait, c'est que vous avez finalement le problème qui apparaît d'emblée, c'est-à-dire le paradoxe, à savoir comment concilier le fait que l'individu soit assez passif par rapport à ces grands changements moraux avec l'exigence de liberté. D'accord? Donc, c'est notre problématique pour l'instant et on va y répondre au fur et à mesure à partir de l'explication de ce texte. Merci Évrard pour avoir facilité l'accès au texte. Merci beaucoup. Alors, donc, c'est un sociologue, Durkheim, vous le savez, c'est même l'inventeur de la sociologie et finalement, il occupe une très grande place dans l'histoire de cette science qui va essayer de décrire et de connaître les hommes tels qu'ils vivent en société. Alors, ce que vous pouvez retenir d'emblée, c'est que Durkheim représente le courant holiste, c'est-à-dire c'est une manière de voir dans les phénomènes sociaux plus que l'agrégat de volonté individuelle. Holiste, ça vient du grec holos qui veut dire tout, c'est l'idée que le tout est plus que la somme de ses parties. Voilà ce qu'est le holisme, en particulier en sociologie, mais c'est une notion qu'on peut aussi retrouver en médecine. Le tout est toujours plus que la somme de ses parties. Prenez l'exemple des interactions médicamenteuses. Si vous prenez du jus de pamplemousse avec un médicament, vous avez un tout plus que la somme de ses parties, puisque l'interaction entre les deux augmente la diffusion du médicament dans votre organisme. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans différents domaines. En sociologie, c'est l'idée que les phénomènes sociaux représentent plus que l'agrégat des volontés individuelles. Voilà, c'est le holisme et on peut dire que le courant auquel Durkheim appartient est le courant holiste. Merci Pierre-Louis. Alors, donc, à partir de là, il y a un problème qu'on a isolé tout à l'heure et qui correspond dans le domaine moral. Cet holisme qui va impliquer que les hommes ne sont pas les auteurs des morales selon lesquelles ils agissent, le tout étant plus que la somme de ses parties. Comment concilier cela avec l'autonomie qui est nécessaire à leur existence comme personne morale? Voilà. Et donc là, on a une contradiction, on l'a précisé, c'est pas le cas dans tous les textes, donc là, on a finalement une chance. Cette contradiction, elle est évoquée directement par l'auteur. Petit point méthode, j'en ferai constamment parce qu'on se rapproche du bac. Le petit point méthode, c'est de savoir que les textes ne se ressemblent pas et que finalement, parfois, le problème, il est évoqué d'emblée par l'auteur, c'est finalement assez rare, d'accord? Voilà. Alors, le holisme, est-ce que c'est l'étude de l'univers? Non. Peut-être que l'étude de l'univers peut se rattacher à l'idée du holisme, mais en tout cas, le holisme, ça veut bien dire le tout plus que la somme de ses parties. Donc, vous avez compris, le problème apparaît très nettement. D'accord? Et la contradiction va être évoquée directement. Cette passivité est en contradiction avec une tendance actuelle. Peut-être qu'elle est dépassable, parce que c'est justement autour de cette valeur absolue que va représenter l'humanité que la morale va retrouver sa dimension collective qu'elle pouvait sembler avoir perdue, d'accord? Mais vous avez donc un plan du texte qui va épouser ces différentes étapes. Vous avez d'abord cette perspective holiste. Nous sommes agis plus que nous n'agissons, étant donné que le tout est plus
que la somme de ses parties. Durkheim va montrer en quoi la tendance morale de son temps semble contrarier cette approche de la morale. Donc ça va être la deuxième partie. Cette passivité jusqu'à notre autonomie personnelle. Et ensuite, il y a vraiment un mouvement dissertatif, vous voyez, puisque le grand 3, ça va réconcilier ces deux points de vue dans une phrase conclusive, tout le monde, jusqu'à autorité morale. Donc vous devez tout simplement suivre le plan, d'accord. Je viens d'apprendre qu'on était 50, je suis ravie de pouvoir aider les 50 personnes que nous représentons. Ne soyez pas timides, je vous le redis, écrivez-moi, écrivez-nous, intégrons vos questions. S'il y a quelque chose qui n'est pas compris, je répète. Merci Guillaume. Alors, donc la morale, partie 1, vous l'avez compris, ça correspond à notre démarche d'introduction. Donc, Guillaume, vous êtes absolument d'accord avec Évrard. J'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. Donc, en fait, si vous voulez, la partie 1, c'est ça. C'est la morale est un phénomène collectif et non individuel. Alors, avant de s'intéresser aux spécificités de la morale de son temps, vous l'avez compris, Émile Durkheim, il va énoncer les éléments caractéristiques de la morale en général. D'accord ? Donc, si vous voulez, en contraste avec ce qu'est la morale sociologiquement, la morale de son époque va résister à la compréhension et à l'explication. Pourquoi ? Parce qu'elle est d'abord définie comme un phénomène collectif et non individuel. Elle dépasse l'individu en plusieurs sens. Alors, il faut que vous compreniez que d'abord, c'est assez facile, l'analyse n'est pas très difficile. D'abord, elle dépasse l'individu parce qu'elle le précède. C'est imaginer que finalement, il le dit très bien Durkheim, les bouleversements qui sont requis pour produire des modifications dans ce domaine ne sont jamais brutaux, ne sont jamais soudains. Ils résultent de mouvements de fond qui vont transformer les mœurs à un rythme beaucoup plus lent que celui des existences individuelles. Donc si vous voulez, il y a une distinction, il y a une différence de rythme, il y a une temporalité différente qui explique que la morale est d'ordre collectif puisqu'elle précède l'individu. Je vous donne un exemple. On l'a vu depuis qu'on travaille, depuis le début de l'année, mais aussi depuis qu'on travaille à partir de Discord. On donne toujours des exemples. Je vous donne un exemple, c'est par exemple le recul du religieux qui va pouvoir changer ce qu'on appelle, alors, à vos plumes informatiques, quel est le nom donné à ce recul du religieux ? On l'a énormément vu en EMC, j'aimerais bien que le mot apparaisse. Donc ce recul du religieux, autarcie, non, c'est pas l'autarcie. Ce recul du religieux, en fait, laïque, tiamouté, scepticisme, non. Oui, merci Alex, sécularisme. Oui, mais j'ai dû prononcer le mot 100 fois. Donc, voilà, c'est la sécularisation, exactement. Ça peut être lié à un certain scepticisme, Emma, tout à fait. Vous n'êtes pas complètement... je veux dire par là, c'est lié. C'est parce qu'on est sceptique vis-à-vis du phénomène religieux qu'on va globalement créer cette sécularisation. Et Tiamouté, merci de... Voilà, prénom plus nom, c'est la règle. Allô, modérateur. Et en gros, c'est lié à la laïcité, bien évidemment. C'est la sécularisation. Donc cette sécularisation va effectivement changer peut-être les rapports des individus au mariage. Donc voilà un exemple de changement moral. Ça n'a rien de brutal ni de soudain, on l'a dit. Donc si vous voulez, ces changements qui participent à la constitution d'une morale dépassent l'individu dans le temps. Vous résumez en disant ça. Donc ça, c'est votre première idée. Soyez très clair dans l'organisation de vos idées, développez-les, mais là, il n'y en a qu'une et on l'a développée, c'est-à-dire qu'on a bien précisé de quoi il s'agissait et on l'a illustré. La morale le précède, c'est ce que dit la première phrase, et l'excède également, puisque ces transformations commencent avant lui et finissent après lui. D'accord ? Donc, l'homme va être doté d'un environnement culturel qui se prolonge au-delà de la durée d'une simple vie. C'est ce qu'Hannah Arendt expliquera aussi dans la crise de la culture. C'est toute la différence entre la vie et le monde. Le monde est voué à durer davantage que la vie des mortels. C'est ça la notion même de culture. Seul ce qui dure à travers les siècles est finalement susceptible de caractériser un objet culturel. C'est ce qu'écrira Hannah Arendt dans La crise de la culture. Je vous invite à lire le passage La crise de la culture, chapitre 6, au sein de cet ouvrage.
il y a un chapitre qui porte le même nom que l'ouvrage finalement. Donc vous l'avez compris, on distingue la vie et le monde grâce à Hannah Arendt. On dit que cet environnement culturel se prolonge au-delà de la durée d'une simple vie, ce qui permet de donner au monde humain une stabilité qu'il n'aurait pas sans cela. Vous comprenez? Alors, que devient l'autonomie chez l'homme avec le holisme? Eh bien, Évrard, c'est le problème qu'on a. On l'a pas résolu. On va le résoudre, ne vous inquiétez pas. Enfin, on espère le résoudre. Mais toute la question, c'est ça. C'est que puisque le tout est plus que la somme de ses parties, les individus naissent dans des sociétés qui possèdent déjà une morale établie. Et on a dit, la morale précède l'individu, l'excède. Il est dépassé en tout point, et en tout cas temporellement, par cette morale. Donc la morale dépasse l'individu dans le temps, c'est ce qu'on vient de dire. Autre idée toute simple, du coup, vous faites un autre paragraphe. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce texte? Vous le relirez, hein, vous verrez, mais qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que la morale dépasse l'individu dans l'espace. D'accord? Donc, il n'est plus question de temps, mais de nombre. Et si vous voulez, c'est une idée, en fait, qu'on va retrouver chez un philosophe qui s'appelle Saint-Simon. Point méthode numéro 2 pour ce cours, la référence à d'autres auteurs. Le dialogue, pour expliquer un texte, c'est très bien d'introduire un dialogue avec d'autres figures philosophiques. Donc, si vous voulez, Saint-Simon, qu'est-ce qu'il dira? Il dira qu'il y a plus dans la société que la somme des individus qu'il compose, et il dira surtout que l'individu apparaît comme une quantité négligeable, infinitésimale partie de l'ensemble que la société représente. Donc, c'est exactement l'idée de Durkheim. C'est un facteur infime, c'est une des innombrables unités. Et donc, notre capacité d'agir sur la société dans son ensemble est tout à fait restreinte, et comme l'écrit, vous pouvez citer le texte, point méthode numéro 3, vous citez de courts fragments du texte, l'individu finit par disparaître anonyme. D'accord? Bon, exemple, tout de suite, là, vous avez le réflexe de l'exemple, d'accord? C'est extrêmement important, c'est comme ça que vous obtiendrez des notes excellentes, et que vous reviendrez me voir en me disant « j'ai eu 20, madame, philo ». Alors, je vais répondre, juste avant de vous donner un exemple, je réponds à la question de Quentin Violette. Quentin, il manque le N. Donc, dans le holisme, comme chez les insectes, l'individu n'existe que dans le groupe. Alors, merci Quentin d'introduire ces exemples de sociétés qu'on appelle des eusociétés. Vous faites référence aux insectes, les termites, les fourmis. Ce sont des sociétés très structurées. Ou, si vous voulez, on a beaucoup dit que le polyétisme dans des sociétés se rattachait à un polymorphisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est facile à comprendre, c'est du grec en fait. Ça veut dire que la fonction attribuée à chaque animal, par exemple des fourmis qui protègent la fourmilière, se rattache à une forme particulière. Je répète la phrase, vous allez la comprendre. Le polyétisme, fonction spéciale, rôle prédéfini, se rattache à un polymorphisme, c'est-à-dire de grosses mandibules dans le cadre des fourmis. Donc, des sociétés très structurées, un groupe avant l'individu, et en effet, on a de quoi, enfin, il y a de quoi imiter les insectes. Toute la question, c'est de se demander si les sociétés humaines représentent un prolongement de ce qu'on appelle classiquement les hordes animales. Mais effectivement, là, on n'a même pas l'idée du prolongement. On a l'idée qu'on pourrait même imiter. Enfin, et peut-être on pourrait trouver des choses très intéressantes dans ces sociétés. Voilà. Alors, le holisme, comme chez les insectes, l'individu n'existe que dans le groupe. C'est aussi l'idée d'Aristote, d'accord? L'humain, enfin le fameux zoon politikon, l'homme est un animal politique, c'est l'idée que l'humain ne va trouver sa possibilité de réalisation que par l'intermédiaire du groupe. Le groupe préexiste à l'individu chez Aristote, je vous le rappelle. D'accord? Donc, ça représente une deuxième réponse possible. Et la troisième réponse possible à la question de Quentin, c'est Sartre, c'est autrui. Je l'ai déjà cité plusieurs fois. Hein. Autrui, c'est ce médiateur indispensable entre moi et moi-même. C'est grâce aux échanges qu'on est constitué de part en part. Prenez l'exemple de Victor de l'Aveyron. Il n'a eu aucun échange avec aucun autre être humain. Il marche à quatre pattes, il ne parle pas, sa pensée est très peu déployée et ses sentiments sont très peu déployés aussi. Marie-Amélie, une société si structurée que l'individu n'a plus conscience
de sa propre existence en ce qui concerne les fourmis. Alors la question de la conscience animale, c'est un autre sujet, c'est complexe. Il y a peut-être quelque chose qui est vraiment lié au groupe. Il y a peut-être pas cette idée de conscience individuelle, mais là pour le coup, je veux pas vous en parler sans avoir lu des recherches très récentes. Enfin, c'est complexe. On peut pas à ce point. Enfin, ça reste le monde des fourmis que je ne connais pas à ce point. Alors, si vous voulez, on va reprendre. Donc, j'étais en train de vous proposer un exemple. On revient à cette idée que, vous vous rappelez, c'est la deuxième idée qu'on avait par rapport au texte, l'idée que l'individu, enfin, que la morale dépasse l'individu dans l'espace. Et donc, on avait dit notre capacité d'agir dans son capacité d'agir sur la société dans son ensemble finit par être très restreinte. Exemple, un vote ne suffit pas à faire basculer une élection. Une action individuelle peut-être ne suffit pas à transformer la société, à fonder une morale, en tout cas pour Durkheim. Et dans le domaine social, dans le domaine moral, les actes individuels se réduisent à une forme d'impuissance. Alors, peut-être ça aurait fait hurler Sartre, mais en tout cas, soyez fidèles aux propos de Durkheim, c'est ça que Durkheim a en tête. Cette idée a un intérêt méthodologique. Si les actes individuels ne sont finalement pas déterminants pour comprendre les phénomènes collectifs, alors on ne pourra pas comprendre ceci en utilisant un modèle individuel. C'est-à-dire, on ne pourra pas, par exemple, les expliquer par la psychologie. Voilà l'intérêt, hein. C'est d'abord un intérêt méthodologique. Ça veut dire qu'on devra adopter une démarche qui aborde les phénomènes sociaux comme des phénomènes extérieurs qui nous sont finalement fondamentalement étrangers. Vous comprenez? Donc c'est une question de méthode. Pour étudier la société, il ne faut pas la psychologie, mais il faut par exemple faire comme Durkheim dans le suicide. Donc toujours une idée, un exemple. Hein, n'oubliez jamais, jamais ça. C'est votre discipline intellectuelle. Exemple d'un ouvrage qui a fait couler beaucoup d'encre, qui s'appelle Le suicide, écrit aussi par Durkheim. Alors, pourquoi c'est important et pourquoi c'est aussi important d'un point de vue méthodologique? Tout simplement parce que dans cet ouvrage, Durkheim va faire la preuve, en fait, d'une possibilité de la sociologie comme science. D'accord, je vous rappelle l'étymologie, socius, qui veut dire associé, compagnon, et puis logos, qui veut dire étude de. Voilà. Donc la sociologie comme science, il va s'intéresser à un phénomène, le suicide, qui semble relever du domaine de l'intime et de l'individuel. Donc on pourrait se dire, le suicide est une question psychologique, sauf que Durkheim va l'étudier, va montrer en fait qu'on peut en rendre raison indépendamment de la dimension psychologique, de la dimension psychiatrique. D'accord ? En montrant par exemple, la question ce sera, est-ce qu'on se suicide plus en temps de paix qu'en temps de guerre? Alors, tout le paradoxe, c'est que les chiffres sont là pour nous montrer qu'on se suicide davantage en temps de paix qu'en temps de guerre. Est-ce que les hommes se suicident davantage que les femmes? Dans quelle mesure ça touche davantage les personnes âgées ou les jeunes? Vous voyez, c'est des questions comme ça qui sont vraiment sociologiques et non plus psychologiques. Alors, nous sommes obligés, à partir de là, reprenez l'expression « on ne peut pas ne pas », qui exprime double négation, ça exprime une nécessité, d'accord? Donc, on est obligé de conclure que l'homme subit une forme de déterminisme dans le domaine moral. Et donc, les trois phrases conclusives de la partie, nous la recevons, attitude passive, nous sommes agis, vont en fait dans ce sens, d'accord? Donc, on n'est pas, en d'autres termes, à nouveau, je vous invite à reprendre l'idée d'autres mots pour dire la même chose. Si vous voulez, nous ne sommes pas les auteurs libres et volontaires de cette morale. C'est comme si elle était écrite pour nous, avant nous, au-delà de nous. Alors, en dépit de cette extériorité à des règles morales qu'on reçoit, on y est soumis. C'est l'idée donc d'une passivité très forte. Nous sommes agis plus que nous n'agissons, introduit peut-être une certaine nuance, mais ça signifie qu'on agit très peu. Donc c'est une affirmation forte qui semble ne faire de nous que, si vous voulez, des pantins sans volonté. Alors là, à nouveau, point méthode. Il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais c'est justement à nouveau les analyses de Pierre Bourdieu, qui est en fait un héritier de Durkheim, irait dans ce sens. Quand l'homme subit son destin, oui, l'homme subit son destin moral pour Durkheim, attention, hein. L'homme subit son destin, ça aussi, ça ferait hurler Sartre. Donc,
Donc faites attention, quand vous dites ça, vous dites bien, vous précisez, l'homme subit un destin. C'est une très bonne formule. Dans le cadre de pensée de Durkheim. Voilà. D'accord? Le collectif se base sur un individu, c'est le rôle du leader, Solène. Oui, alors là, il y a des textes magnifiques de Hegel qui parlent du grand homme. Qu'est-ce qu'un grand homme? C'est celui qui va porter à la conscience des dimensions inconscientes de toute une foule. C'est celui qui non seulement sait ce qu'il ne veut pas, mais qui sait ce qu'il veut. Donc il y a effectivement des individus qui vont marquer l'histoire davantage et qui, eux, vont représenter, si vous voulez, tout un groupe. Ils vont être euh, ils vont jouer bien plus marquant. Donc on y reviendra. C'est une très. Je prends des notes. Pardon. Je pense qu'en effet, qui est ce leader dans le cas du holisme alors c'est plutôt un contre-exemple, Évrard, la question du leader. Donc c'est pour ça que du coup il faut l'intégrer en fin de partie. Mais je note qu'on reparlera de ça, d'accord? Alors. Je reprendrai ça tout à l'heure, d'accord? Merci Solène pour votre remarque. Alors, j'étais en train de vous dire, les analyses de Pierre Bourdieu vont dans ce sens en fait. Il va développer la notion d'habitus. Par exemple, une formation scolaire, familiale, sociale va être incorporée au point de sembler naturelle. Je vous donne un exemple. L'aisance de l'expression orale, les goûts artistiques, les goûts culturels d'un individu qui vont sembler spontanés, alors qu'en fait, quelle est la grande découverte, si on peut dire, de Bourdieu, pardon, héritier de Durkheim, c'est qu'en fait, ils sont acquis. Donc vous voyez, il y a cette idée d'héritage, en fait. Hein. Bon, pantin sans volonté, c'était un terme fort, mais ça va un peu... Voilà, merci Évrard, c'est la reproduction sociale, effectivement, vous connaissez bien Bourdieu, bravo. Voilà. Alors, on va maintenant passer... Tout ça, c'était la première partie. Donc, vous voyez, il y a des sous-parties à partir de l'idée le temps, l'espace. Bon. Et pour résumer, vous avez toujours une idée, un exemple. On est d'accord. Alors, je vous invite là... Bon, Évrard, reproduction sociale, ça n'a aucun secret pour vous, mais peut-être que certains n'ont pas du tout entendu cette expression. Donc, ce que je vous propose, c'est à vos recherches Internet et poster des choses sur la notion de reproduction sociale. Voilà, l'idée, c'est toujours de développer cette interaction qui nous est si agréable. Grand 2, rappelez-vous le basculement. Cela entre en contradiction avec l'autonomie morale essentielle à notre humanité. C'était le sens de la remarque d'Évrard de tout à l'heure. Que devient l'autonomie chez l'homme dans le cadre du holisme? Vous étiez au cœur du sujet. Donc je vous avais dit, on va y revenir. C'est là. Alors c'est ce paradoxe que la suite du texte souligne. On est d'accord. Donc point de vue méthode nouveau entre guillemets, c'est isoler des paradoxes. On est d'accord. Hier on a vu souligner le degré d'un propos, souligner aussi les paradoxes. Donc, on a ici un paradoxe. Si on conclut de la première partie que la morale est un phénomène social imposé, comme vous l'avez compris, ou transmis de l'extérieur, comment redonner sa place à cette autre exigence morale qui est l'autonomie? On est dans les 5 distinctions. Alors, rappelez-vous, enfin, prénom plus nom, je ne devrais même pas répondre. Et en fait, pas du tout. Je l'ai dit tout à l'heure, vous réécouterez. Là, c'est le grand 1 qui joue un rôle d'introduction et dans le même temps qui vous guide pour le bac. Et on a une question dans ce grand 1, c'est l'individu est-il agi ou agit-il? Est-il acteur des phénomènes moraux? Dans quelle mesure joue-t-il un rôle? Et on a à penser cette question du leader tout à l'heure. Mais on n'est pas du tout dans les 5 distinctions qui correspondent au grand 2. Je comprends votre question, mais c'est le grand 2 inclus dans le grand 1. Enfin, c'est le deuxième moment du texte. Pardon, c'est de ma faute, mais j'aurais dû préciser. On est dans le deuxième moment du texte. Alors, Lucie, vous trouvez ça difficile? Hardcore, je ne sais pas. Donc, on continue. Alors, deuxième moment non pas du cours, mais du texte. Donc, c'est ce paradoxe. Hein. Alors, comment explique-t-on une telle diversité dans la morale si la société influence la nôtre? Ne devrions-nous pas avoir tous les mêmes? C'est une très bonne objection, Marie-Amélie. Donc, du coup, à partir de là, vous pouvez l'inclure à la fin de votre devoir. Les objections, je vous conseille de les inclure plutôt à la fin.
Excellente objection. On y répond tout à l'heure. C'est juste après la question du leader, je répondrai à cette question. Donc, la diversité. Alors, donc, si vous voulez, alors merci pour la reproduction sociale, c'est le fait de se baser sur le modèle par les parents pour ensuite le reproduire. Alors, je vous invite à préciser, voilà, vous avez compris à très gros traits, mais ça, effectivement, on peut donner davantage de précision. Alors, vous l'avez compris, le grand 2, comment redonner sa place à cette autre exigence morale qu'est l'autonomie. Le grand 2 au sein de notre analyse, au sein de l'analyse de ce texte. La liberté individuelle semble disparaître sous le poids du groupe et comme l'a souligné Marie-Amélie, dans ce cas, en plus, on ne pourrait pas expliquer la diversité dans la morale. D'accord? Donc, ça veut bien dire qu'il faut prendre en compte, il faut avoir d'autres considérations. Comment penser une morale sans liberté, en plus, c'est absolument pas possible. On est d'accord. Donc ce paradoxe, il va être exposé dans la deuxième partie du texte. C'est une spécificité apparemment de notre époque. Reprenez les termes, le champ lexical, tendance actuelle, notre morale, aujourd'hui. Donc ce que vous devez comprendre, il va y avoir un peu de vocabulaire, c'est que les sociétés de son temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire fin du 19e siècle, début du 20e siècle, sont anomiques. Qu'est-ce que ça veut dire anomique? À vos plumes informatiques. Merci Marie-Mélie, sans loi, quelle rapidité incroyable. Donc, anomique, ça veut dire sans loi. Et donc, ça veut dire qu'il y a une perte de repères, une perte de structure. Parce que finalement, ces lois avaient pour fonction d'assurer une cohésion et une cohérence du groupe. Donc, pour Durkheim, les sociétés sont devenues un petit peu déstructurées, un petit peu anomiques en effet. Et donc, il n'est pas étonnant que Durkheim voit dans la revendication d'autonomie personnelle le signe en fait de son époque. D'accord? Ça va avec ce caractère anomique, cette revendication de liberté personnelle. Cette revendication, elle reprend aussi des dimensions essentielles de la morale kantienne. Alors là, vous ne pouvez pas le savoir puisqu'on va l'étudier plus tard, mais notez d'emblée, retenez d'emblée que le vocabulaire, le lexique utilisé, personne humaine, respect, autonomie, c'est vraiment un lexique kantien. Donc il faut que vous reteniez qu'il y a un héritage kantien qui va se tenir non seulement dans ce lexique, mais aussi dans le caractère absolu de la personne humaine. Chez Kant, l'impératif catégorique, c'est ça, c'est ce respect absolu de la personne humaine. Agit uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle, agit de telle sorte que tu traites l'humanité en ta personne aussi bien qu'en la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Je viens de vous rappeler les deux impératifs catégoriques, les deux formulations du même impératif catégorique qu'on retrouve chez Kant et qui parlent de ce respect absolu. Donc vous voyez, quand Durkheim écrit un des axiomes fondamentaux, il a en tête Kant. Il y a une lecture de Kant à l'arrière-plan qui semble évidente. Donc l'humanité doit recevoir le même respect que reçoit le Dieu du croyant. Voilà. Elle est sacrée, du coup. Et elle est absolument respectable comme va l'être un Dieu. Et ce qui fonde ce respect, c'est justement, c'est pour ça que c'est vraiment, on retrouve exactement Kant ici. Ce qui fonde ce respect, c'est que l'humanité doit être considérée comme une fin et jamais comme... Voilà. Et donc, ce qui caractérise, ce trait caractéristique de la morale actuelle rejoint sa propre pensée. Il anticipe la conclusion qui va arriver. C'est ce que nous exprimons nous-mêmes. Donc, et c'est ce qui fait de la dignité de l'homme le principe fondamental moralement et politiquement. Donc, cette morale actuelle, en fait, rejoint la morale kantienne. Et comme on l'a dit, la définition du respect chez Kant est la même, traiter l'humanité en nous comme chez les autres, toujours comme une fin. Donc cette dignité de l'être humain, en fait, elle passe par sa liberté fondamentale. C'est une liberté qui, dans le domaine moral, consiste à n'obéir à personne d'autre qu'à soi. Qui a écrit « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté ». Question à vos plumes informatiques. Je répète, Pierre-Louis Rousseau, merci Pierre-Louis, quelle rapidité. Donc, phrase magnifique.
l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. C'est ça, moi, qui me plaît. J'essaie, je vous l'ai dit, hein, il faut toujours essayer de voir les choses positives dans des choses négatives. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette période, c'est que finalement, on peut construire chacun son rapport au travail. Vous voyez, par exemple, là, en fait, c'est la liberté qui nous pousse à être là. Enfin, je veux dire, par là, on subit aucune autre loi que la nôtre. Hein. Je pourrais très bien être en train de faire autre chose qu'un cours, et vous pourriez très bien être en train de faire autre chose que m'écouter. Je veux dire par là qu'il n'y a plus on n'est pas en train de noter les présents, les absents. Enfin, vous voyez, donc c'est important l'obéissance à la loi qu'on se prescrit. Voilà, ça me semble essentiel. Et finalement, j'ai pas d'autres exemples là que nous, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est la question de l'autonomie. D'accord, n'obéir à personne d'autre qu'à soi. Et c'est bien là la signification de l'autonomie morale qui va être exposée dans les fondements de la métaphysique des mœurs, qu'on retrouvera en grand 3. D'accord, Nope, ce sera le grand 3 du cours et non pas du texte ici. Il faut suivre. Hein. Donc, si vous voulez, cette autonomie morale va être exposée dans les fondements de la métaphysique des mœurs de Kant. On n'obéit qu'aux lois qu'on s'impose. On n'obéit ni à un tiers, on n'obéit pas non plus à nos instincts. Tout le monde se souvient, je l'ai déjà suffisamment recité, le Minotaure, c'est ça. C'est une manière le combat de Thésée, le combat victorieux de Thésée contre le Minotaure, c'est une manière de dire n'obéissez pas à vos instincts. D'accord? Et c'est donc dans ce double refus. La liberté est un refus, en fait. Ça, il faut le comprendre, c'est pas une affirmation, c'est un refus. La liberté est un double refus. C'est le refus d'obéir à un tiers, et c'est le refus d'obéir à nos instincts. Donc, parce que quand on dit obéir à soi-même, effectivement, on a travaillé hier un texte d'Aristote qui parlait de la meilleure partie de soi-même. Il y a des mauvaises herbes et des belles plantes chez chaque individu. Et donc, si vous voulez, c'est cette manière de dire obéir à soi, obéir à la partie la plus noble de soi. Dans ce double refus se trouve notre liberté. Et si vous voulez, ce lexique qui va être utilisé par Durkheim, donc axiome fondamental, principe, dans ce lexique, vous pouvez lire la possibilité même de la morale. Donc c'est pour ça que des tentatives qui consisteraient à contrarier cette autonomie ne seraient qu'une violence, un empiètement. Termes, citez-les, point méthode, faire des citations courtes, ne serait-ce que des mots parfois. Donc il va voir là-dedans, il va voir dans cette tentative de contrarier cette autonomie une mise en danger de notre intégrité morale, une mise en danger de notre existence comme personne libre, une mise en danger de notre humanité. Et donc c'est une attaque insupportable à l'encontre de cette autonomie qui va nous définir. Je vous le rappelle, ici l'idée c'est de dire l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite et liberté. Donc si vous voulez, la contradiction, elle est érigée ici. D'accord ? Voilà. Alors justement, le but du grand 3, c'est pour ça que tout se passe bien dans ce texte, pas d'inquiétude. Le but du grand 3, c'est de résoudre tout ça. Et ça peut se faire assez facilement, donc c'est vrai que les parties doivent être à peu près de la même grandeur dans une explication de texte, mais en même temps, comme là, vous allez résoudre, enfin, j'anticipe un peu, mais ça va se résoudre assez facilement, vous allez le voir. Bon, c'est pas trop un problème. Vous pouvez, je vous l'ai dit, étoffer le grand 3 par des objections, voilà. Ne cherchez pas à tout prix à délayer, enfin, tout ce que vous devez écrire doit être très dense, hein. Alors, d'une certaine manière, ça se résout facilement parce que la réponse est déjà comprise dans la question. Au passage, ça peut nous permettre de comprendre la distinction entre un mystère et une énigme. Vous savez que dans un mystère, la réponse n'est jamais comprise dans la question, et dans une énigme, c'est le cas. C'est pour ça que l'énigme appelle d'emblée sa propre résolution. Pensez à l'énigme du Sphinx qui va effectivement être résolue, d'accord ? Alors, si vous voulez, ce qu'on peut dire ici, c'est que la contradiction, elle semble assez vive. Je vous le rappelle, tout simplement pour la raison suivante, l'autonomie dont on vient, elle est un principe qui va être collectivement reconnu. Donc, il y a une contradiction très forte entre cette autonomie individuelle et puis cette collectivité. Mais précisément, et c'est là que tout se résout, sa dimension collective, tout le monde, hein, Durkheim, vous relirez le texte, il écrit bien tout le monde, sa dimension collective va rendre ce principe conforme à la morale, telle qu'elle a été définie sociologiquement plus haut. D'accord ? Donc, comprenez-le bien. Là, c'est pas sûr que vous ayez compris, mais là, vous allez
comprendre. Le cas particulier, qui est la morale de l'époque à laquelle Durkheim s'intéresse, fin du 19e siècle, on l'a dit, va être conforme au schéma général de la morale. Pourquoi? Parce que cette morale spécifique, centrée sur des valeurs d'humanisme et d'autonomie, elle va bien s'imposer collectivement aux individus, puisqu'elle va être non seulement admise, mais célébrée, vous comprenez? Donc, Durkheim anticipe finalement les critiques qui seront faites au holisme, qui ont débouché sur l'invention par exemple, chez Max Weber, d'un individualisme logique. Et Max Weber, par exemple, essaiera de penser les phénomènes sociaux sous le modèle d'une rationalité caractéristique de l'action individuelle. Au contraire, dans ce texte de Durkheim, nous voyons que dans le holisme tel qu'il a été défini, il y a une place pour des valeurs comme la liberté, l'autonomie, l'humanisme. Et c'est là que tout se résout. Et là, vous allez comprendre. Ces valeurs se trouvent portées par le groupe plus que par les individus. Donc vous comprenez, CQFD, tout se résout. On n'a pas besoin de passer plus de temps là-dessus. Et donc effectivement, j'ai d'excellents souvenirs d'un prof de maths qui s'appelait Monsieur Bédarit, qui était en fin de carrière et qui jouait avec les mathématiques et qui nous faisait jouer avec lui. Et 9 heures de maths par semaine, peut-être comme vous, S option maths. Et du coup, il disait la note à viser en maths, c'est 20. Et en fait, je vous dis la même chose. La note à viser en philo, c'est 20. Et avec ça, vous avez 20. Si vous voulez, vous faites quelque chose qui correspond exactement aux attentes, voire un peu au-delà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je semblais lire là que c'était difficile, mais heureusement que c'est difficile, parce que si c'était facile, vous n'auriez pas besoin de moi. Donc, posez les questions. Et là, vous avez tous les éléments méthodologiques et puis effectivement liés aussi, pas simplement à la forme, mais aussi au fond, tous les éléments ici pour répondre aux exigences de l'explication de texte. Alors, merci de l'interaction que vous avez pu créer. Donc, pour répondre à la question d'Aurélie, voilà, j'ai choisi une forme un peu... Ça change à chaque fois, c'est en fonction de... Je réfléchis à chaque fois à ce qui me semble être le mieux. Donc voilà, l'introduction, elle était autour de ce problème. C'était à la fois, l'objectif était vous guider pour le bac, introduire une grande question qui me semble être essentielle, la question est-ce qu'on subit la morale ou est-ce qu'on est acteur? Et puis, vous voyez que là, il y a une résolution très intéressante qui s'est faite, en disant que par l'intermédiaire de valeurs collectives, d'affirmation d'autonomie de l'individu, on boucle une boucle, on résout vraiment un... Donc, ça a joué ce rôle-là, méthodologique et introductif. Et à partir de là, on va pouvoir, sauf si vous avez des questions effectivement, on va pouvoir prolonger la séance à partir des 5 points, des 5 distinctions pour répondre à Nope. J'espère qu'il a changé de... Nope, vous pouvez montrer que vous avez un prénom et un nom. Ça serait incroyable. Voilà. Alors, il y a plein de gens qui sont en train d'écrire. Je crois que c'est changé. Noémie? C'était vous? C'est Noémie. Oh là là. Méconnaissable. Donc, voilà. Bon, en fait, tous ces gens qui étaient en train d'écrire, c'était pour dénoncer Noémie, quoi. Alors, en fait, on en est au grand 2, vous avez compris? Donc, le grand 2 va être un peu plus conséquent. C'est vraiment le corps du cours. Là, c'était enfin, comment vous dire, mais vous avez compris. Donc, mais Noémie qui? Noémie Peulve, Noémie, j'en ai plein des Noémie. Voilà, très bien, j'ai deviné. Alors, ah oui, je vois le jeu de mots, nope, pardon, mais oh là là. J'avais compris, ouais. Alors, très bien, donc grand 2, on va faire 5 distinctions. Très bien. Donc, en fait, vous allez effectivement m'aider à construire tout ça. Je me rends compte d'une chose, j'ai failli oublier la question des leaders et la question de la diversité. Alors, la question de la diversité, je pense, Marie-Amélie, on y a répondu, plus ou moins, puisqu'on a résolu ce nœud. La question des leaders, en fait, je vais le reprendre. C'est une question je vais en parler très brièvement là et je le reprendrai puisque Hegel a écrit un ouvrage qui s'appelle La raison dans l'histoire, dans lequel il revient sur ces grands hommes et je peux pas le faire en 5 minutes là. Donc oui, le leader, il joue un rôle particulier en matière de changements sociétaux et de changements moraux.
il est l'âme d'un peuple, d'une certaine manière. Je vous rappelle, en fait, c'est Hegel qui va s'exprimer comme ça, en 1806, qui voit Napoléon à cheval, à Iéna, et qui dira « j'ai vu l'âme du monde à cheval ». Donc, c'est une métaphore, si vous voulez, ça exprime bien son idée. Ce sont des conducteurs d'âme, il en parlera comme ça. Et donc, effectivement, c'est à réserver au grand 3, vous pouvez prolonger le texte. Pensez aux Français où on vous demandait de prolonger des textes. Bon, c'est un peu ça. Par quoi vous le prolongeriez? Par une réflexion autour des conducteurs d'âme, des guides pour l'humanité, des leaders. Alors, je vous ai dit, donc, petite parenthèse et après j'attaque le grand 2. La petite parenthèse, elle consiste à dire que ces grands hommes, ils ne sont pas dans le négatif. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent ce qu'ils veulent. Les gens, en général, pour Hegel, savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils savent pas forcément ce qu'ils veulent. Et donc, vous comprenez mieux la phrase « Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion ». C'est ça ce que ça veut dire, en fait. La passion, c'est d'une certaine manière, pour Hegel, savoir ce qu'on veut. D'accord? Et pour terminer, je vous rappelle que vous parliez tout à l'heure de destin. Il y a un destin chez Hegel, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une manière de dire « la liberté est en marche ». Je prends toujours cet exemple de la liberté qui me semble facile à comprendre. Il y a un progrès nécessaire de la liberté. Rappelez-vous les postulats chez Kant. On postule que l'humanité progresse. C'est pas sûr, mais c'est un postulat qu'on va retrouver. Donc Hegel nous dit, voilà, la liberté, nécessairement, ça ne peut pas ne pas être, la liberté progresse. Et donc, à partir de là, les événements historiques, les grands changements vont être vus comme autant d'occasions pour faire progresser cette liberté. Ça aurait fait hurler Marx, ça a fait hurler Marx, c'est-à-dire qu'en gros, Marx, qui est à l'origine du matérialisme historique, avait une méthode tout à fait inversée. Pour lui, il fallait partir des événements historiques et voir ce que ça changeait en matière d'idées. Hegel, ici, fait le contraire. Il nous dit la liberté nécessairement progresse et voyons les événements historiques qui vont permettre ça et voyons surtout les grands hommes qui vont être l'occasion de ces événements et de ces changements. Voilà. Donc, j'en dis pas plus. C'est passionnant ce débat entre si vous voulez, Marx et Hegel. Enfin, Hegel et Marx. Ce que Marx a appelé très négativement l'idéologie allemande. Élaborer tout cela. Mais en gros, je reprendrai ça si ça vous intéresse. Alors, est-ce que ce texte met aussi en garde face aux libertés individuelles? Non, non, puisqu'il y a cette valeur qu'est l'autonomie. Donc, Évrard, je pense qu'on peut-être qu'après, vous pouvez trouver des contre-exemples et les inclure dans votre grand 3, grand 3 du grand 1. Mais en fait, non, il y a cette valeur qu'est l'autonomie, il y a cette personne, il y a l'individu affirmé comme sacré, et c'est autour de cette valeur qu'est l'individu que le nœud inextricable entre collectif et individualité va être réaffirmé. On ne peut pas admettre les deux. Bah si, Alexandre, c'est justement ça qui va se passer. C'est qu'il va y avoir ici une très grande cohérence et non seulement les deux vont être particulièrement présents dans la figure du grand homme, mais justement en chaque individu, puisqu'il y a cette valeur de l'autonomie personnelle. Donc vous avez très bien compris. Tanguy Haché, c'est quoi le cours aujourd'hui? Tanguy, vous débarquez, 11h49. Aïe, aïe, aïe. Le cours d'aujourd'hui, c'est un cours sur la morale. Et tout ça, on vient de finir le grand 1. Morale BG. BG, je crois que ça veut dire beau gosse. Voilà. Bon, je dis rien. Hein. Donc, du coup, ça marche. Parfait. Ok. Tout le monde a compris. On fait un cours sur la morale. On est nombreux. On est 50, il paraît. C'est bien. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, il y aura même une vidéo sur YouTube. Voilà. Bon. En ces temps de coronavirus, on s'organise. Et je vous le rappelle, soyez extrêmement calme et aussi extrêmement prudent. Je vais passer mon temps à le répéter. Conduisez-vous comme si vous étiez l'humanité tout entière. Ok. Grand 2. Alors, Raphaël, est-ce une question, une remarque, une suggestion? Plus de sortie. Plus de sortie, restez chez vous, confinement. Je ne sais pas pourquoi le mot n'a pas été prononcé, mais si vous voulez que ça dure des mois, voilà, faut plus on sera drastique, plus on sera efficace. Et ça peut durer des semaines, mais voilà, soyons efficaces. C'est, je vous le rappelle, 50% asymptomatique. Donc, vous faites la bise à quelqu'un, vous menacez quelqu'un. Bon, pour ne pas effrayer les populations, oui, peut-être aussi par cohérence, parce que le premier tour des élections municipales ayant été maintenu, peut-être qu'il fallait garder une certaine cohérence, et en fait, on ne dit pas le mot, pour que, bon, je ne sais pas, c'est une autre hypothèse, hein, je ne dis rien. Voilà, alors,
Du coup, grand 2, allons-y. Donc la question de la morale toujours et de 5 distinctions essentielles qui vont être faites. Alors, bon, donc 5 sous-parties au dire du second 2. 6 fois, Alex. Le mot guerre a été dit 6 fois. C'est plus effrayant. Je sens que ce cours est en train de dévier. Donc la guerre, oui, bah c'était, comment on appelle ça? On appelle ça une anaphore, en toujours termes. Je trouve que c'était pas trop le moment des figures de style, mais voilà. Alors, donc, les gens n'avaient pas compris qu'il fallait éviter de sortir, je sais, et les médecins n'étaient pas contents puisqu'ils trouvaient que le message n'avait pas été assez clair, et en effet, le message ne doit pas être clair. Donc on le répète, c'est pour ça qu'on a ce rôle en cours de philo coronavirus de rappeler restez chez vous. En 2020, plus on s'aime, moins on se voit. Hein, c'est ça le principe. C'est si vous aimez vraiment les gens que vous aimez, il ne faut pas les voir. Voilà. Donc, est-ce qu'on va pouvoir reprendre le groupe 2 Je suis pas sûre. Hein. Voilà. Bon, Quentin, merci. Ce pouce levé signifie la fin de... Alors, ils n'avaient pas compris le poids de leur responsabilité. Et donc, le poids de leur liberté, cette angoisse de la responsabilité, de la liberté, le général Macron, d'accord. Tout à fait, l'acte exemplaire. Enfin, en tout cas, oui, acte exemplaire, on est en plein dedans. Hein. Moi, finalement, je vous invite à nouveau à voir les choses positives dans le négatif, mais là, on est dans une application à la lettre du propos de Sartre. Hein. Relisez l'existentialisme est un humanisme. Nous sommes tous conviés à faire des actes exemplaires. D'accord ? L'homme est condamné à chaque instant à inventer l'homme. Inventer l'homme, c'est comprendre que notre action individuelle est finalement plus qu'une action individuelle. Une grande nation Dolores, vous allez me faire rire, vous allez empêcher que le grand 2 ne se fasse. Alors, un véritable chef de guerre. Bon, relisez le passage de Sartre, je reviens à notre propos. Sartre, il parle de ce chef des armées qui sait que son action va avoir un impact important. Alors, s'il vous plaît, on reprend. Vous êtes drôle quand même. Alors, 11h53, je pense à mon cours grand 2, annexe, enfin, grand 2, distinction. Alors, première distinction, vous allez m'aider, on va l'établir ensemble. C'est une distinction essentielle qui doit être faite entre soit une importance donnée à la pratique, soit une importance donnée à la théorie. Je m'explique. Vous comprenez bien que quand Socrate ou Platon, Julia, c'est la même chose, quand Socrate nous dit « nul n'est méchant volontairement », vous comprenez bien qu'il nous dit d'une certaine manière « la vertu seule est science, la méchanceté est ignorance ». Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la morale est une affaire de connaissance et seul le sage qui sait est capable d'être moral, non seulement il sait, mais il est capable d'appliquer, il sait à quel point il est important d'appliquer sa connaissance. Donc la morale, si vous voulez, devient quelque chose de théorique. Theion orao, qui a donné le mot théorique, veut dire je vois le divin. Peut-être que cette morale, du coup, peut être comprise comme absolue, je ne sais pas, mais du coup, vous avez cette idée, donc chez Platon, la morale est quelque chose de théorique, nul n'est méchant volontairement, la vertu seule est science, la méchanceté est ignorance. L'homme n'est pas bon par nature, ben non, j'ai pas dit, alors c'est toujours vos questions cohérence, Raphaël, peut-être que par nature, on est omniscient, mais dire que, si vous voulez, rappelez-vous, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Bon, dire qu'il y a cette omniscience à l'intérieur de nous ne signifie pas qu'on y a accès. Et Platon nous dit, l'âme a tout contemplé avant de s'incarner, mais elle a tout oublié. Donc l'homme peut être bon par nature, il s'agit juste d'être reconduit à cette bonté intrinsèque, de la voir. D'accord ? Donc voilà, j'aime bien, Raphaël, vous poser des questions qui ont trait à la cohérence. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors Lucie, vous posez le même problème que j'avais eu avec mon élève Julia. Concernant Ion de Platon ou Socrate. Socrate et Platon, c'est une rencontre tellement majeure. D'ailleurs, Socrate va voir l'âme de son élève incarnée en cygne avant de le rencontrer, effectivement. Il y a tout ce mythe autour de leur rencontre. Considérez que c'est une seule et unique personne. En fait, Platon, c'était la plume de Socrate. Il a transformé par écrit ce qui était une tradition uniquement orale, un peu comme nos
plume, là, Alexandre, Aurélie, Benoît, Lucie. Voilà, vous transformez à l'écrit ce que je vous dis à l'oral. On va enlever tout aspect égocentrique, je ne sais quoi. On se prend ni pour Socrate, ni pour Platon, etc. Mais vous voyez la métaphore, il y a l'idée de transformer par écrit une dimension orale, tout simplement. D'accord? Alors, nul n'est méchant volontairement. Bah, si vous dites Socrate a dit ça, Platon a écrit ça, voilà, ça, vous comprenez, c'est la même chose. Peut-être aussi, Quentin, vous avez merci pour avoir ajouté le N, peut-être aussi que cela signifie que sans le savoir, on ne voit pas les conséquences de nos actes. Alors, si on revient au propos de Sartre, parce qu'effectivement, Sartre a beaucoup réfléchi sur la question de la morale, c'est pas du tout un sujet. Si on revient au propos de Sartre, le héros, c'est celui qui sait qu'il est infiniment libre. Le lâche, c'est celui qui nie sa liberté, donc qui nie les conséquences de nos actes. Et puis l'homme ordinaire, c'est nous. Peut-être qu'il y a des lâches et des héros parmi nous aussi. Mais voilà, disons qu'on a une certaine conscience des conséquences de nos actes. Bon. Et en temps de coronavirus, c'est important. Alors, si vous voulez, toute la question, c'est aussi de se dire, effectivement, on n'est pas omniscient. Et il y a quelque chose qu'on peut appeler de l'impondérable. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise jamais les conséquences absolues de nos actes, d'où l'idée du vertige de la liberté. D'accord ? Notre liberté est infinie, mais on ne peut pas connaître toutes les conséquences de nos actions. Voilà. Donc c'est pour ça, rappelez-vous ce qu'on avait dit avec Kant. Kant, il nous dit, pour être vraiment heureux, il faudrait maîtriser les conséquences absolues de nos actes. Merci Quentin. En fait, je suis en train de me rendre compte, vous me manipulez pour pas qu'on fasse le grand 2. Hein. Il y a plein de questions. Non, c'est une blague évidemment, mais voilà. En plus, on a fait théorie pratique. C'était la première distinction. Alors, du coup, vous avez retenu donc pour Platon, pour Socrate, la morale est quelque chose qui se résout théoriquement, enfin qui a trait seulement à la théorie. Pour Aristote, on l'a suffisamment dit, c'est l'habitude réitérée au bien qui va effectivement représenter la possibilité même de la morale. Personne ne peut être dit généreux s'il n'a pas fait preuve de cette générosité au sein d'actions réitérées qui vont devenir des habitudes. Et là, vous êtes tous capables de me citer le Dalai Lama. Fais attention à tes pensées car elles deviendront des paroles qui deviendront des actes qui deviendront des merci Mathilde, merci Nawid, d'habitude merci Nawid, qui deviendront des merci Adrien, qui deviendront des suspense, angoisse, qui deviendront des oui Maki, bah Maki, vous respectez pas la règle, il faut un prénom, un nom. Qui deviendront des oui, habitude, ça a été dit, qui deviendront des caractères, merci Emma, qui deviendront un destin. Bah, qui a le culot de s'appeler Philo? Attendez. Ah, non. Alors, modérateur, s'il vous plaît. Voilà. Figurez-vous, il est 11h59, donc on a fait une distinction concernant donc ces deux nids. Oh là là. Donc, en fait, on a fait donc une distinction. On reprendra la deuxième distinction lundi. Alors, je vous le rappelle, Alexandre, je vous le rappelle, on a en fait tout simplement un travail pour lundi. J'avais donné donc 2 sujets de dissertation. Le bonheur suppose-t-il l'oubli? Et puis, peut-on être heureux sans être libre? Vous choisissez l'un des 2 sujets, vous traitez ça pour lundi. Je vous écouterai là-dessus. Et donc, à partir de là, à partir de la semaine prochaine, je veux dire, les horaires redeviennent... Là, notre frénésie philosophique ne va pas du tout s'éteindre, mais juste on repasse à 3 heures par semaine. Donc, lundi 10-12 et a priori, mardi 13-14. D'accord? Voici les nouveaux horaires. Alors, j'ai une question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Faites bien le travail entre-temps, puisque, bon, il faut que vous puissiez vous entraîner. Voilà. Alors, je ferai peut-être 1 heure supplémentaire pour la méthode, en plus des 3 heures, et la suivre ceux seulement qui veulent la suivre. Alors, Raphaël, votre question. Comment ça justifier qu'une personne soumise à cette force angoissante du choix puisse transcender par sa volonté ce dilemme? On devrait tous rester figés sur place, un peu, Raphaël, comme...
Buridan, qui est mort en fait de ne pas avoir su, dans le cas de cette liberté d'indifférence, comme l'a nommé Descartes, ce plus bas degré de la liberté, mort, figé sur place, de ne pas avoir su choisir entre de la nourriture ou de l'eau. Ce pauvre âne avait autant faim que soif. Mais non, mais Raphaël Bernas, rappelez-vous, qui s'est fait appeler Dieu? On est tous des dieux en fait. Non, je blague. Mais en gros, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vraiment, en effet, puissant dans cette capacité à choisir malgré, dépasser des dilemmes. Donc il y a quelque chose peut-être de divin en chaque homme, c'est ça qu'on peut dire. Je ne sais pas, en tout cas, le héros, pour Sartre, c'est bien celui qui assume jusqu'au bout cette force angoissante du choix, comme vous l'appelez, ce degré infini de responsabilité. On devrait figer sur place, mais il se trouve que non. On parlait d'oubli. Bon, d'une certaine manière, parfois, pour agir le mieux possible, il faut aussi, bien sûr, il faut prendre conscience de ses responsabilités, mais aussi, enfin, ne pas oublier effectivement l'angoisse. Je ne sais pas trop. Ce n'est que précisément la force de l'être humain, c'est d'arriver à agir malgré cela. Mais bon, votre remarque est intéressante. On devrait rester figé en place. C'est angoissant. Enfin, si vous voulez, c'est pour ça que la philosophie va faire de l'angoisse. C'est bien dans la philosophie, c'est que la philosophie fait de l'angoisse une condition de l'homme et pas juste un état passager. Voilà. Alors, on navigue à vue, Tanguy, un peu, mais pas tant que ça. Donc lundi 10-12 et mardi 13-14. Merci Thomas pour avoir remis ça. Oui, donc c'est les horaires de la semaine prochaine. En l'honneur Évrard. Ok, on ira voir. Très bien. Donc, bon appétit. Votre morale vous demande d'aller vous nourrir. C'est vrai qu'on a débordé. Il est 12h02. Bon appétit à tous. Merci d'avoir été présents. Maki, il faut changer il faut un prénom et un nom. Je le répète, modérateur. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup. Merci, c'était agréable. Et on se retrouve donc 10h midi, lundi. Voilà. Bon travail à vous. Et puis, que vive cette obéissance à la loi qu'on se prescrit. Ça fait tellement de bien. Et voilà. Merci à tous pour votre écoute, pour vos remarques, etc. À lundi. Bon week-end. Au revoir. Déjà fini, Denis Wang? Oui, déjà fini. Ça dure qu'1 heure aujourd'hui. Bah oui, puis on m'a dit 6 heures de philo par semaine, c'est trop, donc j'essaie de me limiter, quoi. Voilà. Alors, au revoir. Où est la musique, Aurélie? Attendez, un instant, j'arrive avec... Un instant. Les sujets dissertent, oui, c'est votre rôle, à vous de les remettre. Le bonheur suppose-t-il l'oubli? Et c'était quoi encore? C'était le... Peut-on être heureux sans être libre? C'est ça.